comment expliquer que certaines personnes arrivent à avoir la carrière de leurs rêves, arrivent à avoir les relations qui les inspirent, à résoudre un conflit presque comme par magie, à transmettre leurs idées de sorte que les autres les écoutent? C'est un truc qui me fascine et c'est le propos de cette vidéo. On va parler d'un secret qui est bien gardé. Pourquoi? Parce qu'en France en particulier, il est mal perçu. On va parler de l'influence. Quand je parle d'influence, c'est la capacité à donner envie à n'importe qui de faire quelque chose. Alors, tu vas me dire, oh là là David, c'est mal, c'est pas bien, c'est de la manipulation. Dans cette vidéo, on va du coup dissocier deux notions. La manipulation qui consisterait à faire en sorte de faire quelque chose à quelqu'un contre ses intérêts, et l'influence qui consiste à faire quelque chose à quelqu'un dans un intérêt mutuel, c'est-à-dire que l'autre est gagnant et toi aussi. On confond souvent l'influence et le fait de convaincre. Par exemple, tu es dans un débat animé avec des amis en soirée et tu essayes de convaincre cet ami ou tu essayes de convaincre ta femme ou ton mari d'une idée. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu essayes de cumuler un maximum d'arguments en faveur de ce que tu penses. Et le problème quand on essaie de convaincre quelqu'un, c'est qu'il va forcément avoir un gagnant et un perdant. Si tu as réussi à me convaincre, j'ai donc perdu. C'est-à-dire que l'expérience d'avoir été convaincu par quelqu'un est forcément douloureuse pour notre ego. On n'aime pas avoir été convaincu parce que ça veut dire que notre raisonnement était mauvais. La magie de l'influence repose sur le fait que c'est presque invisible, c'est transparent. Je vais même pas me rendre compte que c'est arrivé et je vais avoir un sentiment d'alignement. Et c'est la raison pour laquelle une des compétences essentielles dans la capacité à coacher quelqu'un, c'est l'influence. Parce qu'on n'a pas envie de le convaincre d'aller faire quelque chose, on a envie de l'influencer à aller dans une direction qui l'inspire pour lui ou pour elle. Et c'est la magie de l'influence. Dans cet épisode, tu vas découvrir 3 techniques qui vont te permettre d'avoir beaucoup plus d'influence et d'obtenir un oui beaucoup plus souvent que la moyenne. Ces 3 techniques, tu peux les utiliser pour rendre possible une association, pour développer ton entreprise, pour arriver à transmettre des idées qui comptent pour toi à tes enfants. Alors peut-être que tu te dis, c'est pas un sujet qui m'intéresse, moi je préfère vivre une vie simple. Et je préfère te mettre en garde, parce que si tu ne t'intéresses pas au sujet de l'influence, tu vas avoir une plus grande chance d'être la victime de personnes qui eux s'y intéressent et non pas ton intérêt à cœur. Comprendre les rouages de l'influence, ça te permet non seulement d'obtenir plus souvent des oui, mais ça te permet aussi d'éviter de te faire manipuler dans une direction qui serait pas celle que tu voudrais. Parce que l'influence, ça repose sur le fait d'arriver à utiliser ce pouvoir magique qui est dans notre cerveau, qui repose dans le lobe préfrontal, qui est la capacité d'empathie. La capacité à regarder le monde dans les yeux de l'autre, à le comprendre, et tellement bien le comprendre que tu vas pouvoir transmettre une idée. Et ça m'amène sur notre premier principe. Généralement, quand on est dans une confrontation ou quand on a envie de transmettre une idée et que la personne n'est pas déjà d'accord, si par exemple je suis végétarien et je m'adresse à quelqu'un qui mange de la viande, on va avoir 2 modèles du monde qui s'opposent. Et c'est là où l'influence est intéressante. Qu'est-ce que souvent les personnes vont faire? Par exemple, quelqu'un qui est végétarien, ou quelqu'un qui croit en la cause animale, ou quelqu'un qui croit en la cause écologique, quelqu'un qui croit en n'importe quelle idée. Il va essayer de cumuler un maximum d'arguments en faveur de son idée. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la personne qui le reçoit, qui elle a une autre histoire, une autre enfance, un autre modèle du monde, va se sentir oppressée par l'opinion de l'autre. C'est entre autres une des raisons pour laquelle j'ai appelé mon entreprise Paradoxe, c'est que la magie souvent repose sur des paradoxes. Paradoxalement, la première clé pour arriver à avoir de l'influence, c'est de prendre le temps de comprendre le modèle du monde de l'autre. S'installer dans ses chaussures, essayer de ressentir ce qu'il ressent, essayer de voir les choses comme il le voit. Ça ne veut pas dire être d'accord, mais ça veut dire que si je prends en compte ton histoire, ton système de valeurs, les sujets d'intérêt que tu as, j'arrive à comprendre comment t'en arrives à avoir cette pensée. Donc par exemple, imaginons que je sois pro-écologie et que je m'adresse à quelqu'un qui est pro-technologie, pro-industrialisation, pro-progrès et que je lui dis que c'est mal de vouloir cette course au progrès et je lui dis que c'est pas bien. En fait, je suis en train de lui mettre mon monde sur le sien en présupposant que j'ai raison. Et c'est là l'erreur. C'est que je présuppose que j'ai raison. Et c'est un paradoxe, c'est que pour avoir une influence sur quelqu'un et l'aider à changer d'avis, ça me demande de vraiment accepter que peut-être je n'ai pas raison. Et essayer de comprendre le monde de l'autre. Du coup, de pouvoir reformuler avec ses mots et ses émotions ce qu'il dit. Pouvoir lui dire, mais en fait, j'arrive vraiment à comprendre que pour toi, il y a quelque chose de magique dans la technologie, l'idée qu'on soit en permanence en train de progresser, l'idée que l'humanité fait face à des problèmes, on met les meilleurs ingénieurs, on essaie de les résoudre, quelque chose d'artistique, il y a quelque chose qui est de l'ordre du génie, quelque chose de beau, de voir l'humanité progresser, on utilise vraiment le meilleur de nous-mêmes, nos neurones, c'est aussi fascinant de voir tout ce qui est possible dans le futur. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va d'un coup faire un pas vers moi. Et au lieu de mettre son bouclier et un autre bouclier et de se protéger, voire même d'attaquer, pourquoi? Parce qu'elle se sent attaquée. C'est souvent ce qui se passe, on a des conflits qui vont être virulents. D'un coup, la personne va s'ouvrir. Et c'est parce qu'elle va s'ouvrir qu'elle va s'ouvrir aussi à voir les choses autrement. Plus elle se sent attaquée, plus elle protège son modèle du monde. Donc plus je vais m'intéresser à elle, plus elle va s'ouvrir, plus elle va être réceptive aux autres étapes de l'influence. Mais clairement, aucune autre étape de l'influence est possible si la personne n'est pas ouverte à toi. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait un coaching et j'avais une dame qui du coup en voulait à son mari de ne pas l'avoir soutenue à un moment donné où elle vivait une phase qui était difficile. Et dans son monde, soutenir, ça veut dire qu'il soit d'accord, qu'il la comprenne. Et en fait, c'est super intéressant parce que si moi, je m'oppose à ça de manière frontale et que je lui dis non, c'est pas vrai, en fait, ton mari, quand il faisait ça, en réalité, il essayait aussi de te soutenir à sa manière
et que je m'oppose à son modèle du monde, il va pas s'ouvrir à voir les choses autrement. Donc la première étape, c'est d'essayer vraiment de me mettre à sa place. Ça veut pas dire que je suis d'accord, mais qu'elle est pas bien, qu'elle est fatiguée, qu'elle est frustrée, qu'elle rentre le soir et qu'elle aimerait que son mari soit une bonne oreille, puisse la prendre dans ses bras, qu'elle a envie de se sentir soutenue, qu'à ce moment-là, elle sent qu'elle en a besoin, qu'elle a envie de se réconforter grâce à lui et que c'est ça qui est important pour elle. Et donc je vais lui reformuler textuellement ça et valider qu'elle se sent entendue, qu'elle se sent compris. Une fois qu'elle se sent compris, il y a comme un phénomène de... Et là, elle est ouverte à pouvoir faire évoluer son modèle du monde. Si mon enfant, il a pas envie de ranger sa chambre et que je lui dis, si tu dois ranger ta chambre et que je lui donne 25 arguments de le faire, je ne le prends pas en compte dans son besoin. Et si je le prends en compte, le fait que là, je comprends qu'en fait, tu as envie de jouer à un jeu vidéo, que ranger ta chambre, ça te paraît une contrainte, d'un coup, il va s'ouvrir à moi. Ça veut pas dire que la partie est finie, mais la partie peut démarrer. Alors que si je lui donne mes arguments contre les siens, la partie est terminée. Ça fait sens la différence qu'il y a entre vouloir convaincre et accumuler des arguments et s'intéresser à l'autre, comprendre son monde, lui reformuler pour qu'il se sente compris et ce qui va nous permettre de passer à la deuxième technique. Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel d'économie et qui est un homme qui m'inspire énormément, parle de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est comme un raccourci de l'esprit. Dans beaucoup de cas, ces raccourcis, ils nous permettent de gagner du temps, comme quand tu vas au travail et que tu prends un raccourci. Mais dans certains cas, il y a des embouteillages sur le trajet et ce raccourci s'avère improductif. Notre cerveau fait beaucoup de raccourcis. On pense qu'on est des êtres rationnels, mais en réalité, on prend beaucoup de décisions basées sur la manière qu'on a d'aborder notre réalité. On vit pas vraiment dans la réalité, on vit dans notre perception de la réalité. Et c'est la raison pour laquelle cette technique est si puissante. Imaginons que tu dois choisir entre deux désinfectants en quelques secondes. Tu as le choix entre un premier désinfectant qui prétend tuer 95% de tous les germes et un autre désinfectant qui prétend que 5% des germes survivront. Lequel des deux tu choisis? Le A ou le B? Il y a des grandes chances que tu choisisses le A ou que tu me dises rationnellement que c'est la même chose. C'est là où c'est incroyable, c'est que même si rationnellement certains d'entre vous allez vous dire c'est la même chose, face à la décision, on va être influencé par la manière dont est présentée l'idée ou l'information ou le produit. Il y a une magnifique étude de Daniel Kahneman en 1984, ils ont voulu suivre des décisions de patients par rapport à une intervention chirurgicale. Et donc ils ont pris deux groupes de personnes indépendants. Dans le groupe A, on leur a proposé de choisir s'ils voulaient une intervention chirurgicale en leur présentant le taux de survie, en leur disant que 94% des patients survivent à cette intervention. Dans le groupe B, on leur disait que le taux de mortalité était que 6 personnes sur 100 meurent de cette intervention. Tu vas me dire que dans les deux cas, c'est exactement la même chose. 94 personnes sur 100 survivent, 6 personnes sur 100 meurent. Et pourtant, beaucoup plus de personnes disent oui à une intervention chirurgicale si elle est présentée sous la forme des chances de survie. Et c'est ce qui s'appelle la technique du framing, du cadrage. C'est le fait de présenter une idée ou un concept sous l'angle positif par rapport à ce qui est important pour la personne. Une étude plus récente en 2004 qui a été menée par Stanford qui est fascinante. Ils ont un nouveau prix de groupe. Dans le groupe A, on leur demande s'ils sont pour ou contre le fait d'autoriser un groupe extrémiste à organiser un rassemblement. Dans le groupe A, on leur présente les choses en termes de liberté d'expression. Dans le groupe B, on leur demande la même chose, de choisir s'ils sont pour ou contre qu'un groupe extrémiste puissent organiser un événement. Mais dans ce cas-là, on leur présente les choses en termes de risque de violence. Et ce qui est fascinant, c'est que dans le groupe A, la majorité accepte pour le droit à la liberté d'expression. Dans le groupe B, la majorité refuse pour le risque de violence. Dans les deux cas, le risque est le même. Mais simplement, la manière dont on a présenté l'idée est qu'on va être pour ou contre. Et encore une fois, le plus fascinant dans chacune des études, c'est quand on demande à la fin de l'étude, est-ce que vous avez été influencé par quelque chose? Les gens répondent que non. C'est invisible. Et donc dans le cadrage, on a ce qu'on appelle un cadrage positif et un cadrage négatif. Pour prendre un exemple perso de comment j'ai pu l'utiliser, il y a quelques années, j'avais une personne de l'équipe qu'on a promue en tant que manager. Ça s'est avéré être un désastre. Il n'arrivait pas à être performant, il était stressé par les responsabilités. Je me suis retrouvé dans une situation où on était tous les deux coincés parce qu'en fait, il avait du mal à pouvoir reprendre son ancien poste parce qu'il le vivait comme un aveu de faiblesse. Comme si c'était quelque chose qui voulait dire qu'il était nul et pas performant. Pourquoi? Parce que dans sa représentation du monde, j'avais besoin de l'aider à voir que pouvoir être un top performer dans son poste, ça pouvait être aussi une manière d'être extrêmement bon. Et donc j'avais besoin de quelque chose qui allait lui parler. Je savais qu'il aimait le monde du sport, moi aussi. Et donc je lui ai demandé, mais en fait, prenons par exemple l'exemple de Phil Jackson, qui était le coach des Chicago Bulls, et Michael Jordan. Donc le coach était le manager, et Michael Jordan était le performeur. Là en fait, le choix que tu as face à toi, c'est pas de redescendre en termes de performance. Le choix, c'est de réaliser que le coaching, être le manager de l'équipe, c'est pas forcément ce que tu veux le plus, et que toi, ce qui t'inspire le plus, c'est être Michael Jordan. En lui présentant les choses comme ça, j'ai pu préserver son ego, ça a pu lui permettre de qu'il puisse se dire, en fait, mais oui, Michael Jordan n'est pas en dessous du coach, c'est juste un rôle différent et c'est parce que dans la société, on est conditionné à penser que la seule voie pour croître, c'est le management. En réalité, il y a deux voies pour croître. Le management, c'en est une et l'expertise, c'en est une autre. Être Michael Jordan, c'est pas être en dessous du manager ou même de l'entrepreneur qui possède l'équipe de sport. Et donc là, j'ai utilisé un recadrage pour lui permettre de voir cette opportunité, de pouvoir exceller dans son ancien rôle,
d'une manière qui puisse être inspirante à ses yeux. Et là où peut-être j'aurais dû argumenter de pourquoi c'était important qu'il redescende parce que sa performance n'était pas bonne et que du coup j'allais casser son estime de lui-même, j'ai pu en quelques minutes lui présenter une voie qui fait que lui, dans son ego et dans son amour propre, c'était ok, et que, encore une fois, son intérêt et l'intérêt de l'entreprise ont pu être préservés. Est-ce que c'est pas magique? Ça, c'est vraiment le pouvoir du recadrage. Et il y a d'ailleurs une scène de film qui est magique et qui illustre ça, avec George Clooney dans le film In the Air, dont sa mission c'est de gérer les cas de licenciement. Regardons ensemble comment il fait pour arriver à recadrer la situation d'un homme pour qui c'est la fin du monde d'avoir été licencié à quelque chose de très différent. Sur votre CV, il est écrit option cuisine française et art culinaire. La plupart des étudiants font des hamburgers dans un fast-food, mais vous débarrassiez les tables de Il Picatore pour gagner votre vie. Et puis à la fin de vos études, vous êtes entré dans cette boîte. Combien on vous a offert au départ pour faire une croix sur votre rêve? 27 000 annuels. Et vous comptiez l'arrêter quand, ce job? Pour faire le seul métier que vous aimez? Bonne question. Je vois des salariés qui ont travaillé dans la même boîte leur vie entière, des gens dans votre cas dans cette situation. Ils pointent matin et soir, des journées vécues sans même un instant de bonheur. C'est une chance qui s'offre à vous, Bob. C'est une deuxième naissance. Si c'est pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Donc comme tu peux voir, le cadrage c'est une technique qui est extrêmement puissante à utiliser avec l'intention de servir l'autre et d'aller dans des intérêts mutuels. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? La clé repose sur le fait de présenter ton idée, ton produit, ton concept, que ce soit ranger sa chambre, préparer le bac d'anglais, que ce soit faire un voyage avec ta femme ou ton mari, de sorte de mettre en perspective les gains, de lui montrer comment ça va lui permettre de croître et progresser. Si ce qui est important pour la personne, c'est de préserver la planète, peut-être que tu peux lui présenter l'innovation technologique sur comment elle peut permettre de préserver la planète. Si je suis, pour revenir dans mon exemple, qui est branché par l'écologie et que je m'adresse à quelqu'un qui adore l'innovation et la technologie, je peux peut-être lui montrer comment le fait de préserver davantage la planète va pouvoir nous permettre de continuer d'innover plus longtemps. Et que si on utilise les ressources de la planète, on va pas pouvoir continuer de pouvoir innover. Dans ces cas-là, je lui présente les choses sous un angle qui va parler à l'autre personne. Ça nous amène à la troisième technique d'influence et de persuasion. C'est une de mes favorites que j'utilise tout le temps et qui a changé ma vie. Pour la troisième clé, je te laisse imaginer cette situation. Tu vas au restaurant, tu viens de terminer ton plat avec ton mari ou ta femme et au moment où le serveur arrive, avec l'addition, il y a un petit bonbon avec la note. Est-ce que ça a une influence sur le pourboire que tu vas donner ou sur le fait que tu donnes du pourboire ou non? Tu vas me dire, bah en fait non, ça n'a pas d'influence. Un seul petit bonbon à la menthe augmente de 3% le montant du pourboire. Ce principe illustre un principe de persuasion qui a été popularisé par Robert Cialdini qui s'appelle la réciprocité. C'est le fait qu'on tend à dire oui à des gens qui nous ont dit oui d'abord. C'est le fait de d'abord donner quelque chose et du coup, la personne se sent inconsciemment obligée de rendre. Maintenant, pour revenir à l'exemple du restaurant, les chercheurs se sont demandé est-ce qu'on peut arriver à passer de 3% d'augmentation à 4, 5, 6% ou même plus. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté un deuxième bonbon à la menthe. Et là, l'augmentation du pourboire est passée de 3% de plus à 14% de plus. Simplement en rajoutant un deuxième bonbon à la menthe de quelques centimes. Le plus fascinant encore dans l'étude, c'est que quand on demande aux clients est-ce qu'ils ont été influencés par le fait d'avoir un bonbon ou deux pour donner un pourboire, clairement tout le monde dit bah non, franchement ça n'a pas d'influence. Il y a une troisième étape à l'étude scientifique qui est fascinante. Cette fois, au lieu d'arriver et donner la note avec deux bonbons à la menthe, ce que fait le serveur, c'est qu'il donne un premier bonbon à la menthe, il pose l'addition, part, se retourne, revient, se dit vous êtes gentil, vous êtes des clients sympas, et rajoute un deuxième bonbon à la menthe. Et là, qu'est-ce qui se passe? On passe à une augmentation de non pas 3%, ni même de 14%, mais de 23% pour deux bonbons à la menthe. Et donc ce que ça nous montre, c'est pas simplement l'acte de donner d'abord qui compte, mais aussi la manière que tu as de donner. Ce principe, il a changé ma vie. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des centaines de coachings gratuits. Alors que mon coaching est facturé plusieurs dizaines de milliers d'euros, je continue de faire des coachings gratuits. Encore ce matin, je faisais un coaching gratuit. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que c'est ma zone de génie, le coaching, et que je suis en capacité d'apporter beaucoup de valeur en très peu de temps à des gens qui ont essayé des solutions avec d'autres personnes auparavant et qui n'ont pas réussi à avancer. Et donc c'est beaucoup plus intéressant pour moi de donner ça gratuitement et de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Déjà je me sens vraiment énergisé après avoir fait ça. Mais en plus de ça, à force de faire des coachings gratuits avec plein de personnes, il y a une partie de ces gens-là qui me donnent un retour. La clé, c'est de ne pas attendre d'avoir un retour immédiat. On n'est pas dans un échange transactionnel où je te donne un bonbon et tu me donnes un pourboire. On est sur le fait d'avoir 100 clients et de donner à ces 100 clients
Et il y en a parmi eux qui vont me donner plus que ce que moi j'ai investi. C'est finalement comme un boomerang, ou sur un plan même plus spirituel, on pourrait parler de karma. C'est-à-dire que si tu donnes un maximum de valeur, tu reçois. Un autre champ d'application, c'est les réseaux sociaux. Il y a des personnes par exemple qui essayent de garder leur meilleur contenu pour le donner quand c'est payant. Dans mon cas, j'essaie de donner un maximum de valeur aux personnes qui me suivent, que ce soit aux personnes qui nous payent ou aux personnes qui regardent le contenu gratuitement. J'ai confiance que sur les millions de personnes qu'on aide à changer leur vie, il y a une partie d'entre eux qui vont avoir envie d'avancer avec nous. On va gagner en confiance, on va être quelque part dans leur cœur. Et c'est assez dingue le nombre de personnes qui ont consommé le contenu concret depuis des années et 5 ans plus tard nous écrivent en disant en fait je me sens tellement reconnaissant, ma vie a changé grâce à ce que tu fais David, grâce à ce que vous faites Paradox, et en fait là aujourd'hui j'ai les finances et j'ai envie de faire tel programme. Donc on a donné pendant 5 ans sans rien recevoir et au bout de 5 ans on reçoit quelque chose. Il s'agit d'abord de toi dire oui aux autres en premier. Je trouve que c'est très profond et c'est à nouveau un paradoxe qui est que si tu veux recevoir dans ta vie, il s'agit de donner aux autres ce qui compte pour eux d'abord. Souvent on veut pas le faire parce qu'on a peur de pas recevoir. Et c'est un acte quelque part courageux, c'est une forme de prise de risque et une forme de confiance, ce que je suis en train de faire là maintenant. Je pourrais rendre cette vidéo payante. Je me dépasse comme si c'était une vidéo payante. Je l'ai bossé, je l'ai recommencé, j'étais pas content, je travaille le montage parce que j'ai envie de te donner un maximum. Pas avec l'attente qu'après cette vidéo tu te dises ah je dois à David, mais parce que je crois que sur le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a des personnes qui vont se dire j'adore son contenu, j'adore ce qu'ils font, j'adore Paradox et j'ai envie de continuer. Certains d'entre vous, ça va être sous la forme de consommer le contenu gratuit pendant plusieurs années et en fait c'est ok pour moi. Donc la clé elle est là, donne un maximum de valeur en premier. Avant quand j'allais dans des événements réseau, parce que je suis très introverti, j'avais du mal à connecter avec les gens, j'avais l'impression de pas être sincère, j'avais l'impression de faire semblant de porter un masque et de trinquer avec les personnes et d'avoir des conversations superficielles et je me sentais pas bien. Et généralement les gens te demandent de te présenter, j'essayais de pitcher, j'avais l'impression d'essayer de me vendre et un jour j'ai arrêté de faire ça. Je me suis dit, moi ce que j'aime c'est coacher les gens. J'aime m'intéresser à leur histoire, j'aime les comprendre et je suis très bon pour résoudre des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre avec d'autres personnes. Et du coup, dans les événements réseau, en fait ce que je fais c'est que je m'intéresse aux gens, j'essaie pas de me présenter, j'essaie pas de me vendre, c'est de comprendre un endroit où je peux les aider et mon défi c'est leur apporter le maximum de valeur. J'essaie d'être la personne qui apporte le plus de valeur dans l'événement. Par exemple l'année dernière j'ai fait un événement d'entrepreneurs sur 2 jours, on a passé du temps ensemble et en fait je me disais personne par personne mon objectif c'est d'apporter de la valeur et surtout de ne rien demander. Par exemple je rencontre des personnalités, des acteurs, des actrices, des influenceurs, des chercheurs, des entrepreneurs à qui tout le monde demande beaucoup de choses. Je m'empêche de demander. Plus la personne, elle est habituée à qu'on lui demande des choses, moins je lui demande et plus je lui donne. Et j'attends que soit ça vienne d'elle et qu'elle me dise David comment je peux t'aider, c'est dingue la valeur que tu m'as apportée, ou alors que moi je sente que j'ai tellement donné, c'est facile pour moi de demander. Mais je ne demande pas, je donne d'abord. Donc tu l'as compris, ces 3 clés elles s'appliquent au business, à ta carrière, aux finances, à la négociation de tous les jours, à ta relation de couple, à comment tu arrives à motiver ton ado à rentrer plus tôt et à faire attention, à ton enfant de ranger sa chambre, ça s'applique dans toutes les circonstances. Le but de l'influence n'est pas de faire souffrir les autres, n'est pas de penser qu'à toi. Le but de l'influence c'est que souvent les gens sont bloqués dans leur vision du monde et en fait ils ont à y gagner, à regarder les choses autrement. Le but c'est pas en fait de confronter et qu'il y ait un gagnant, un perdant. Les gens pensent que c'est ça le but de la négociation et de l'influence. Non, le but c'est qu'on s'aligne et qu'on regarde tous les deux dans la même direction et qu'au final on soit tous les deux à y gagner. C'est ça la magie de l'influence. Et donc tu ne peux pas être un bon parent, un bon manager, un bon leader si tu n'arrives pas à aimer l'autre suffisamment pour comprendre son monde, arriver à lui redécrire ce que tu as compris de son monde de sorte qu'il se sente entendu et compris. Et sincèrement, il n'y a rien de plus magique que d'avoir quelqu'un où tu sens qu'il te comprend vraiment. Il fait pas juste semblant. C'est pas comme dans les soirées réseau où tu as l'impression des fois de parler. À la reformulation, tu as compris qu'elle t'a pas écouté. En anglais, ils ont une expression qui disent feel felt, le fait de se sentir senti. Et c'est pas pareil de se sentir simplement entendu, de se sentir compris à un niveau émotionnel. Quand tu fais ça, tu découvres en fait un univers et ça te permet de pouvoir présenter tes idées, ton produit, ton concept ou peu importe quoi. Ça peut être ton association, ça peut être n'importe quoi, sous un angle qui va toucher la personne et qui va faire qu'elle voit ce qu'elle y gagne à s'intéresser à l'idée que tu es en train de présenter. Et la troisième idée, c'est que si tu veux recevoir beaucoup de oui dans ta vie, ça passe par donner d'abord. Prendre le risque de donner un bonbon, un deuxième bonbon. Et donner, c'est pas que l'objet tangible. Dans l'exemple du bonbon, ce qui faisait que ça marchait, le deuxième bonbon, c'est pas simplement d'en mettre 2, c'est aussi le fait de quelque part illuminer la journée de la personne par le fait de la valoriser, de la regarder, de lui prêter attention. Bien sûr, si je fais ça à répétition, sans être sincère et que j'en fais juste un process, ça va finir par se retourner contre moi. Il y a plein de fois dans ton quotidien où tu peux le faire de manière sincère mais tu n'y penses pas et c'est ça qui donne du pouvoir. Et ce pouvoir, il est possible entre autres quand tu arrives à faire bouger les choses. Martin Luther King était quelqu'un qui maîtrisait le pouvoir de l'influence. Mère Teresa maîtrisait le pouvoir de l'influence. Quand tu regardes sa biographie et que tu entends parler d'histoires de personnes qui l'ont côtoyé de très proche, la manière qu'elle avait de pouvoir lever des fonds pour ses causes, c'était
clairement de l'influence. Si le sujet de l'influence ou plus globalement de la communication, de comment transmettre tes idées t'intéresse, on a créé un guide gratuit que je t'invite vraiment à télécharger. Le but c'est de continuer de t'apporter de la valeur et puis surtout de pouvoir apprendre ça avec un autre angle. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu vas mettre de la valeur dessus. Je trouve qu'il n'y a rien de plus magique que d'avoir un rêve, une idée et d'être capable de la rendre possible ou de transmettre une idée qui compte pour soi. Voilà, c'est ça qui m'inspire. Je pense que tu le mérites. C'est le but de la chaîne. On avance ensemble et je te dis à très vite.